Dylan! You son of a bitch! Exposed, c'est le podcast de filmexposure.ch dans lequel nous exposons l'actualité du cinéma à la lumière de l'histoire du 7e art. Comme tous les grands épisodes de notre histoire, la Seconde Guerre mondiale a donné lieu à énormément de films. Et avec sa nouvelle réalisation, qui est d'ailleurs 6 fois nominée aux Oscars, y compris dans la catégorie meilleur film, Taika Waititi nous en propose une version originale, à hauteur d'enfant et imbibée de visions fantasmées. À l'occasion de la sortie de Jojo Rabbit, nous avons donc décidé de revenir sur 3 films qui ont tenté de représenter la guerre autrement ou qui en ont carrément proposé une vision subvertie. Bienvenue dans Exposed épisode 4, consacré à Jojo Rabbit et aux films qui traitent de la Seconde Guerre mondiale différemment. Ce que tu comprends sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi je suis pour que chacun les expose librement. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi, comme d'habitude, le maître des headshots, Alex Rallo. Salut Alex. Salut Thomas. Et Sébastien Gerber. Salut Seb. Salut Thomas. Would you like to know more? Bon alors sans plus attendre, on va parler du nouveau film de Taika Waititi, Jojo Rabbit, qui, à en croire son nombre de nominations aux Oscars, son prix du public à Toronto, etc., est un excellent film. Alex, tu peux nous dire de quoi parle Jojo Rabbit ? Jojo Rabbit, ça parle de Johannes Bessler, donc dit Jojo, qui est un garçon qui a environ 10 ans, qui vit dans l'Allemagne nazie dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a un ami imaginaire, donc, qui est Adolf Hitler, joué par Taika Waititi. Comme nous tous. Voilà, oui, tout à fait. Sauf que moi, c'est pas Taika Waititi. C'est quelqu'un d'autre. Je dirais pas qui. Donc Jojo est un peu... Jojo est un garçon très patriotique et donc il va intégrer les jeunesses hitlériennes. Et lors d'un camp d'entraînement dans la forêt, d'autres jeunes soldats lui ordonnent de tuer un lapin, ce qu'il refuse de faire, et donc il essaye de libérer l'animal, et donc il est humilié face à tous ses camarades, d'où le surnom donc Jojo Rabbit. Et donc Jojo vit seul avec sa mère dans sa grande maison, parce que son père est sur le front italien, et parce que sa sœur est décédée il y a quelque temps d'une maladie. Et un jour donc il va découvrir que dans sa maison se cache une jeune fille juive, ce qui donc change toute la donne pour lui et sa famille. Surtout qu'on lui a appris depuis longtemps que les juifs avaient des cornes, des queues diaboliques, des allures monstrueuses, etc. Exactement. Vous aimez bien Waititi à la base ? Enfin, c'est un film que vous attendiez ou... Non, alors c'est pas un film que j'attendais. En fait j'aimais bien Waititi. J'aimais beaucoup Hunt for the Wilder People. J'aimais beaucoup qu'est-ce qu'il a fait l'autre, What We Do in the Shadows, c'était pas mal, et Boy c'était pas mal aussi, mais c'était surtout Hunt for the Wilder People que j'aimais beaucoup, à la poursuite de Ricky Baker en français. D'accord, avec Sam Neill. Et donc j'aimais beaucoup son humour dans ce film, parce que je trouvais que il arrivait à être très drôle sans que aucun gag ne soit gratuit. En fait, c'était toujours au service de la caractérisation, de l'étoffement de ces personnages. Les personnages, ouais. Je trouvais ça très fort. Et ensuite, il a fait Thor 3, qui était une bouse infâme que j'ai pas pu supporter. Donc depuis, en fait, non, j'attendais rien de sa carrière, à vrai dire. Et donc Jojo Rabbit, c'était un projet assez étrange, quoique ça fait longtemps qu'il parle des nazis. Il y a une référence au nazisme dans Boy par exemple, mais donc écoute, Jojo Rabbit, c'est un film que j'ai trouvé inégal. Ça commence pas mal, je trouve. Ça commence pas trop mal, et en fait jusqu'à que la dynamique change, en fait, jusqu'à ce que la satire pure, en fait, laisse place à un espèce de drame. Ouais, un espèce de drame tragicomique, quoi.
Là, je trouve que c'est moins équilibré, et ça perd de rythme, ça perd d'intérêt aussi, ça perd de mordant. Il y a quelques... Et certains personnages sont perdus de vue à ce moment-là aussi. Sam Rockwell est carrément éjecté. Ouais. Après, il y a toujours quelques scènes qui fonctionnent, hein. La scène des Heil Hitler dans la maison vers la fin, ça j'étais plié, ouais. Ça j'ai adoré, ça. C'était très très drôle. Mais, Ouais, c'est le zénith du film, ça. Ouais. Mais je trouve que les relations entre les personnages, je trouve qu'elles sont pas... Elles marchent pas super bien, et surtout je trouve que les deux personnages principaux, dès le moment Donc, les où deux l'actrice Thomasine McKenzie entre en jeu, en fait, je trouve que ils évoluent trop en vase clos, en fait. Il y a quelques menaces externes, tout ça, mais ça donne pas assez l'impression qu'il y a vraiment un danger, en fait. Le danger, il est compris par le spectateur parce que on a vu des dizaines de films sur le sujet, parce que on nous a appris au cours d'histoire que ceci ou cela s'est passé, etc. Et ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre, moi ça me dérange pas spécialement, je suis pas énervé contre le film, je sais que certaines personnes l'ont été, j'ai lu quelques articles sur internet, cette façon de montrer Hitler, en fait, c'est un Hitler imaginaire, bien sûr, c'est pas le vrai Adolf Hitler, c'est dans l'imagination d'un garçon de 10 ans, mais donc cette figure, en fait, qui a toujours été vue comme maléfique, et qui finalement l'est aussi dans le film, en tout cas au final, pour la majeure partie du film, en fait, il est montré comme une espèce de bouffon, pas vraiment antipathique finalement. Voilà, c'est un espèce de copain, quoi, qui donne des conseils jusqu'à sa dernière scène, quoi, où vraiment lui et le garçon et donc Jojo sont plus sur la même longueur d'onde, quoi. Mais avant ça, c'est vraiment un ton très bizarre, en fait. On se demande ce qu'il essaye de faire et ouais, où est-ce qu'il veut en venir. Moi, j'ai trouvé que le début du film est très énergique, très dynamique, mais Avec par exemple Jojo qui apprend à tirer des zig et qui court dans toutes les rues en criant Heil Hitler à tout le monde. En fait, le Il début du y a film... des moments envolés comme ça. Ouais, oui, mais ces envolées du début du film, en fait, je sais pas si elles sont risquées ou si elles sont osées, mais pour Waititi, quoi, mais c'est vraiment un truc qui pourrait se retourner contre lui, quoi. C'est cette espèce de satire qui est pas vraiment acerbe. C'est une espèce de lame à double tranchant. Qui est légère, en fait. C'est Ouais. une satire assez légère. Ouais. En fait, je me demande vraiment à qui ça s'adresse, quoi. Parce que pour les adultes, je sais pas, t'as rien à leur apprendre. Le personnage principal, c'est un gamin de 10 ans, donc on se dit, bon, c'est peut-être pour un public d'enfants, quoi. Mais est-ce que ça aura l'effet voulu sur les enfants ? Franchement, j'en doute fortement. Ouais, moi je te rejoins sur cette espèce de ton qui est bancal entre cette comédie très légère au début, et puis après on tombe dans effectivement un drame qui piétine, qui est assez poussif. Pendant le film, enfin dès le deuxième tiers, je me demandais vraiment ce qu'il a essayé de faire avec ce film, effectivement. Et au final, là où au début je me disais, tiens, il y a une proposition peut-être de traiter ça sur un ton complètement presque désimpliqué, en fait, par rapport à ce que l'histoire représente. Finalement, je trouve que ça s'empêtre dans quelque chose d'assez vain et d'assez poussif. Et je sais pas du tout quelle est la genèse du film, si lui avait un autre projet en tête, si le bouquin qu'il adapte bascule déjà comme ça aussi entre ces différentes parties, mais je trouve qu'au final c'est un film qui s'oublie instantanément presque, parce qu'il me reste absolument rien du film. Les quelques idées, les quelques personnages qui pourraient être exploités et puis donner lieu à vraiment des moments drôles et puis marquants, c'est par exemple Sam Rockwell, mais qui est dégagé très rapidement, qu'on perd de vue assez vite.
Et puis les quelques fulgurances, c'est pas pour rien, mais c'est quand il est là. Tu parlais de la séquence avec les Heil Hitler, donc c'est des nazis de la Gestapo qui entrent chez Jojo, et puis chaque fois que quelqu'un rentre, il doit saluer tout le monde, toutes les personnes présentes, en leur disant Heil Hitler, et ça prend des plombes parce que ils sont de plus en plus nombreux. Et après, t'as encore Sam Rockwell qui joue un officier nazi aussi, qui vient et puis qui refait exactement la même chose. Et effectivement, ça, c'est des moments qui sont bons. Ou comme cette ouverture où le petit Jojo court euphorique en tendant le bras à tous les coins de rue et à chaque passant. Ça, c'est des moments qui m'ont plu, mais je vois pas ce qu'il essaie de faire au final. Même si Scarlett Johansson est assez bonne aussi, je trouve, dans son rôle, je trouve que le personnage s'imbrique mal dans l'ensemble. Je trouve que Taika Waititi a il a un talent pour mettre des bonnes blagues, pour certaines choses qui pourraient être drôles, mais là il s'empêtre un peu. C'est comme vous dites, quoi. Il y a ce truc où tout d'un coup il essaye d'ajouter une couche de drame, un truc un peu plus sérieux. Et le film, tout d'un coup, on ne sait plus vraiment ce qu'il essaye de raconter. Moi, le fait d'utiliser le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, tout ça, comme une espèce de fable où on est dans la tête d'un gamin, en soi, ça me pose pas de problème. Mais quand tout d'un coup, il fait dévier son film vers un truc plus dramatique, c'est comme si... C'est comme si tout d'un coup, tout ce qu'il avait mis en place au début, en fait, il n'arrivait plus vraiment à l'assumer comme fable, et du coup, on a cet aspect-là du film qui disparaît au profit d'un autre truc, mais les deux ne se lient pas vraiment, en fait. Il y a vraiment une espèce de cassure qui fait que tout d'un coup, on se retrouve presque dans un autre film, en fait. Et, on se retrouve dans le journal d'Anne Frank, presque. Ouais, c'est ça, il y a vraiment ce truc... cette transition avec... La transition en soi est encore assez belle comme il l'amène. Mais au final, j'en suis ressorti sans que ça m'aille vraiment touché. Et puis les quelques trucs d'humour, les quelques notes d'humour, je les ai assez vite oubliées, quoi. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que on parlait là vous parliez avant de Hunt for the Wilder People, où là aussi on avait l'histoire d'un gamin qui se réfugie un peu dans ses pensées, qui va se retrouver adopté par un couple de vieux ronchons. Et puis là aussi, le film, à plusieurs moments, il va faire intervenir un truc un peu plus dramatique, parce qu'on comprend que le gamin, lui, c'est un orphelin, ou je sais plus exactement, mais qui passe d'une famille d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Puis là aussi, il intégrait un truc un peu plus dramatique dans l'histoire de ce gamin. Mais là, ça s'imbriquait vraiment, quoi. Il y avait une fluidité entre l'humour, entre le drame, entre ce qu'il racontait derrière, etc. La destinée des personnages qui fonctionnait bien. Ouais, ça étoffait les personnages au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis en plus, alors le truc qui me gêne un peu, mais c'est ce que vous disiez avant, quoi. C'est avec ce personnage, cette espèce de personnage fantaisiste d'Hitler. Pendant tout le film, c'est le copain à Jojo. À plusieurs reprises, il lui fait des suggestions, il lui dit on pourrait faire tel ou tel truc, machin. Puis assez régulièrement, Jojo, il lui dit non, on va faire ceci, cela, ou alors il le coupe dans son élan. Puis tout d'un coup, à la fin, sur la dernière partie, on a cet Hitler qui devient un espèce de... C'est un peu le petit démon sur l'épaule, quoi, qui essaye de lui faire faire des saloperies, mais qui n'y arrive pas. Puis là aussi, tout d'un coup, ce personnage qui est utilisé un peu juste comme une espèce de blague devient un truc qui... comment dire ? On passe vraiment d'un personnage qui est là juste pour faire de la bouffonnerie, et qui tout d'un coup devient un peu central dans la manière de fonctionner du gamin, quoi. Ça... Et dans la prise de conscience du mal qu'il est censé représenter. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis comme... en fait, là où on voit bien pour moi que le film est nettement moins bon que Hunt for the Wilder People, c'est quand tu vois l'évolution de Sam Neill dans le premier film... qui est complètement cohérente et puis qui
qui va donner de l'ampleur au personnage, de la profondeur, et puis qui en fait un très beau personnage de cinéma au final. Là, il y a cette tentative aussi, avec le personnage de Rockwell, de lui donner une humanité à la toute fin, mais ça n'amène strictement rien. Au moment où Rockwell dit aux Américains que Jojo est juif pour le sauver, pour que les Américains ne le tuent pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout amené dans ce qui précède dans le film. Ouais, je trouve que c'est un personnage assez problématique en général, en fait. Une espèce de... Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, avec le personnage de Rockwell? Ouais, c'est ça. Il y avait des nazis qui étaient gays, et qui cachaient leur homosexualité, sauf lors de la dernière charge, où ils mettent une cape rouge et un casque doré, enfin, pour mourir... Et une plume dans le cul, quoi. Ouais, pour mourir de façon flamboyante, comme des homos. Enfin, je sais pas, je trouve ça limite insultant. Ouais. C'est très étrange, en fait, la manière dont est écrit le personnage. En plus, je suis pas sûr que... S'il y avait des nazis homos, je suis pas sûr qu'ils aient tenu dans leur position... dans l'armée jusqu'à la fin de la guerre. Bon, dans les SA, c'était un phénomène courant, l'homosexualité. Dans les SA? Ouais. Ok. Enfin, de nombreuses anecdotes rapportent des rapports homosexuels parmi les SA, sans que ça ait posé trop de problèmes. Chez les officiers? Ouais. Ah, ok. D'accord. Mais ouais, peu importe, quoi. En fait, moi, c'est un film qui, au départ, j'y ai cru parce que j'avais l'impression qu'on allait être dans un traitement comique assez intéressant des jeunesses hitlériennes. Et je trouve qu'il arrivait à donner quelque chose à cet esthétisme de boy scout nazi qui vit de manière légère son engagement idéologique. Et cette forme d'insouciance qui se manifeste chez Jojo au début, là, il y a quelque chose à raconter, il y a quelque chose à montrer, il y a quelque chose à exploiter aussi en tant que ressort comique. Mais ben voilà, tout ça s'écroule. Bah, c'est un peu ce que j'espérais aussi, parce que en fait, il y a vraiment cette première partie quand il est dans le camp d'entraînement qui est probablement le meilleur moment du film, en fait. Puis là, en fait, moi j'aurais presque voulu que tout le film ça soit juste un récit de ce camp de ce camp d'entraînement où il a son espèce d'Adolf Hitler personnel qui le motive, alors qu'en face de lui les autres gamins sont aussi complètement à fond dans leur idéologie, et puis du coup de créer des confrontations, des à ce décalages niveau-là, avec ça. Ouais, c'est ça, créer une dynamique qui mettrait en opposition d'un côté son Hitler à lui qui lui raconte des trucs, et puis de l'autre les gamins qui eux sont aussi complètement endoctrinés, formatés et endoctrinés, quoi. Puis là il y avait là il tenait un truc, mais du coup de partir après dans cette histoire de se retrouver, bon ben voilà, enfin dans l'histoire du film, ça c'est presque, au départ je croyais presque à du Wes Anderson qui il y a un peu de ça, qui aborderait ce sujet-là. Ouais. Mais ouais. En tout cas, au niveau de la forme, on est clairement dans ça, ouais. Moonrise Kingdom, ça t'a fait penser à ça? Ouais, voilà, Moonrise Kingdom un peu, ou aussi une approche qui ressemble peut-être à un ton, un rythme dans les dialogues qui a pu me faire penser aussi à l'île des chiens. Il y a cette volonté-là, je trouve, au début, de créer quelque chose de très dynamique. Et puis voilà, forcément l'imagerie scouts qui n'est pas souvent exploitée au cinéma, qui m'a fait penser à Moonrise Kingdom, avec le côté un peu solaire de la photographie qu'on retrouvait aussi là. Mais ouais, maintenant que tu le dis. Ouais. Et puis on peut peut-être dire un dernier mot du casting, puisque on a un acteur qui est hyper jeune, Roman Griffiths Davis, qui est dans son premier rôle. Vous l'avez trouvé comment, vous? Parce que moi, c'est un truc qui me pose très souvent problème au cinéma, les gosses mal dirigés, et je trouve que là, ça va, mais... moi, ça va, mais je trouve que... Enfin, déjà dans The Hunt for the Wilder People, on sent que Taika Waititi, il est à l'aise avec les gamins, parce que même les autres, le petit gros, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est aussi dans son premier rôle, je crois, ils s'en sortent tous très bien. Puis la fille, comment elle s'appelle, Thomasine McKenzie,
Ouais, qu'on avait vu dans Leave No Trace. C'est ça, elle était déjà fabuleuse dans ce film, mais là, Ouais. là elle en fait peut-être un peu moins, elle est peut-être un peu plus en retrait, mais pour le coup, les enfants, c'est vraiment la bonne surprise du film, quoi. Mhm. Avec Stephen Merchant en Asie, en SS, complètement allumé, lui est pas Mhm. mal aussi. Mhm. Ouais, j'ai rien de mal à dire sur les acteurs, hein. Ils s'en sortent bien, je trouve. Bon, on peut conclure sur le film, peut-être en disant comment il s'intègre dans la filmo de Waititi. Vous le situez où par rapport au reste ? C'est mieux que Thor Ragnarok, Alex ? Ce serait difficile de faire pire. Moi j'aime Moi, bien j'aime Thor bien. Ragnarok, j'avais trouvé Moi, que... je l'aime bien aussi. Ouais, c'est Marvel qui se dit foutu pour foutu, on fait n'importe quoi. Et ça m'avait fait marrer, je trouve. Et en plus, ce côté très pulp et fluo m'avait plu. Je crois sincèrement que c'est un des Marvel de ces 10 dernières années qui me casse le moins les couilles. C'est celui qui se raconte prend le moins au rien, sérieux. C'est complètement vide, c'est le néant du début à la fin, mais du coup, le fait qu'il en ait plus rien à foutre, Ouais. je marche complètement, quoi. Tu Ouais, sais quoi, ça. c'est un Dès des le moment- Marvel de ces 10 Ouais. dernières années qui me casse le moins les couilles aussi, et pourtant elles sont bien épurées à la fin. Donc imaginez le reste. Mais ouais, non, j'ai pas pu. Thor. J'ai lu énormément de Thor en comics en fait quand j'étais plus jeune, et j'ai vraiment un attachement assez fort à ce personnage. Ah ouais, ok. Et là, Ouais. j'ai trouvé que c'était. Enfin, je sais pas, il pissait plus sur sa tombe, là. Je sais pas, il vomissait dans son squelette. Ouais, ok, ouais, bon, voilà, ça se comprend. Donc, comment ça s'intègre ? Eh ben, écoute, oui, mieux que Thor Ragnarok. Mais non, je trouve que voilà, la première moitié de sa carrière, elle trouve son point d'orgue avec Hunt for the Wild People. Et après, bah, ça va en descendant, quoi. What We Do in the Shadows, c'était pas mon type d'humour préféré, mais je trouvais c'était très intelligemment écrit. C'est inventif. Ouais, il y avait beaucoup de créativité dedans, donc moi ça me va aussi. Donc voilà, ouais, je sais pas j'ai pas vu Eagle vs Shark, mais si je devais classer, j'aime pas trop faire des classements, mais si je devais classer Jojo Rabbit, ce serait son deuxième pire, quoi. T'avais vu sa série, ou bien toi, Seb, Flight of the Conchords, sa série musicale ? Non. J'avais vu 2-3 trucs, mais en fait, je connaissais déjà Flight of the Concorde juste par les clips, les chansons qu'ils avaient fait, quoi. Puis j'avais vu vite fait 2-3 choses, mais je connais pas plus que ça, non. J'aurais un peu de la peine à le caser quelque part dans sa filmo, parce que j'ai l'impression que Waititi, c'est un mec qui essaye un peu plein de choses dans plein de sens à la fois, puis du coup j'ai encore de la peine à voir vraiment une espèce de cohérence ou quelque chose de qui se tienne dans ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, quoi. J'ai l'impression qu'il fonctionne un peu par projet de passion, quoi. Là, je crois que celui-là, ça faisait... Ouais, j'allais dire par pulsion, presque. Ouais, il a ouais, une idée, ouais. bam. Ouais. Et bon, moi, ce qui me fait presque un peu m'inquiéter pour lui, c'est à quel point est-ce qu'il va rester sous l'égide de Disney maintenant, après Thor, Jojo. Je sais pas si le projet a été mis en chantier après le rachat de la Fox ou pas, mais il est évoqué je aussi crois avant. Je crois que ça a Avant été, Ok. il me semble que ça a été financé avant. Ouais. Ok. Et puis là, bon, bah, il est censé réaliser le prochain Thor aussi. Son nom a été évoqué pour du Star Wars. Il a signé un épisode de Mandalorian. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se faire quand même phagocyter par Disney, à voir quelle liberté il peut préserver dans ce système-là. Parce qu'un film comme What We Do in the Shadows, ce qui fait sa force aussi, c'est qu'il sort de nulle part. Il est fait de manière très inventive, il paraît être fait à l'arrache, et je sais pas si ce genre de projet et ce genre de liberté peuvent encore être prises chez Disney, mais on verra, quoi. Ouais, du coup, bon, bah là, il a un prochain projet qui va s'appeler Next Goal Wins, apparemment, qui parlera d'une équipe de foot des îles Samoa qui avait voulu se qualifier pour la Coupe du Monde 2002. Ouais, c'est ça. Et qui s'est fait rétamer durant un match avec un magnifique 31-0. Et voilà, du coup, en fait, il va faire un film un peu sur cette histoire, quoi. Donc j'ai un peu l'impression qu'il alterne les gros trucs de studio et puis les prods un peu plus simples, quoi. Et personnel, peut-être, ouais. Ouais. Ok. Même si là, il est toujours
Il est toujours à la Fox avec... Enfin bref. Ouais. Bon, bien, on va passer à la deuxième partie du podcast dans laquelle on va aborder les films qui ont traité un peu autrement de la Seconde Guerre mondiale. Allow me to introduce myself. I am Captain Hermann Dietz of the Falkenhayn Gestapo. With me, Herr Muller, Herr Juncker, Herr Klum, and Herr Forsch. May we come in? Thank you so much. Heil Hitler. 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 Hey, John! Hey, gosh! My bicycle got a flat tire, so I carried it. Captain Klenzendorf. Heil Hitler. Heil Hitler! 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 Bon, on va donc maintenant parler de 3 films qui ont abordé la Deuxième Guerre mondiale d'une manière un peu originale ou différente de ce à quoi on peut s'attendre. Donc on a une petite sélection éclectique de films qui traitent de ce sujet-là. Et on va commencer par Allemagne, année zéro de Roberto Rossellini qui est sorti en 1947. Alors, Allemagne année zéro de Roberto Rossellini, c'est le 3e film de sa trilogie de la guerre, qui a été appelé comme ça, donc après Rome, ville ouverte et Paysanne. Ces 2 premiers films, en fait, se passaient en Italie. Il parlait de l'Italie. Là, pour son 3e film, il va attendre quelques années. Il va aller à Berlin. Il va tourner cette histoire. C'est un film très court, de même pas 1h20, qui va s'intéresser à un gamin qui s'appelle Edmund, qui a 13 ans, et qui tente de survivre tout bêtement, qui va faire des petites combines, essayer de ramener un peu d'argent, ramener un peu de nourriture à la maison pour aider sa famille qui peine à survivre dans cette Allemagne qui vient de perdre la guerre, en fait, parce qu'on est en 45. Du coup, en fait, on va suivre, en fait, ce garçon pendant quelques jours dans une ville qui a été complètement anéantie. En fait, il y a tous les bâtiments sont en ruine, il ne reste plus rien, les gens galèrent, et on le suit, en fait, dans ces différentes rencontres. On va le voir d'abord avec ses proches, notamment son frère qui est un soldat de la Wehrmacht, mais qui se cache dans l'appartement parce qu'il a peur d'être arrêté et de se retrouver dans un camp de prisonniers. Sa sœur aussi, qui elle essaye de se faire un petit peu d'argent et d'essayer d'oublier la situation en allant traîner avec des soldats des troupes alliées le soir dans des bistrots, qui serait encouragé par ses amis à passer le pas de la prostitution, mais qui se permet pas de le faire pour le moment. On va croiser aussi le propriétaire de l'immeuble. Donc il faut s'imaginer que l'immeuble est dans un état de dévastation avancée, mais le propriétaire qui les pousse à bout, qui leur réclame de l'argent, qui leur dit qu'il chinde le compteur électrique. Ouais, voilà, il est vraiment sur leur dos constamment. À côté de ça, le Edmund, là, le jeune garçon, va encore rencontrer une fille du quartier qui est à peine plus âgée que lui, mais qui fait le tapin avec absolument tous les garçons qui traînent aussi dans le coin. Il va encore tomber sur un vieux prof qu'on devine être un sympathisant nazi, qui va l'attirer dans un immeuble où il y a aussi d'autres types un peu louches. Où il y a du passage de petits garçons. Ouais, il y a du passage de petits garçons. On va vite comprendre qu'il y a un espèce probablement un réseau pédophile ou un truc vraiment assez sombre. Et à côté de ça, le garçon qui lui est très naïf, qui prend un peu tout au premier degré. Lui, malgré tout, il essaye de se faire quelques sous par-ci, d'échanger une balance contre de l'argent, mais il se fait braquer. Enfin voilà, il y a un peu toutes ces situations où ça va nous permettre d'avoir un peu un aperçu de l'état général de l'Allemagne tout de suite après sa défaite. Le titre, l'Allemagne année zéro, en fait l'année zéro, ça vient c'est une expression allemande, la Stunde Nulle, qui
qui exprime en fait le moment où, symboliquement, ça c'était le 8 mai 1945, où l'Allemagne a décidé de couper net avec le nazisme, en fait. C'est vraiment la rupture pour elle. C'est le moment où ils disent, ok, là, on va reprendre à nouveau. C'est un peu le début d'une nouvelle Europe. Mais du coup, chez Rossellini, il y a un peu ce double sens où d'un côté, on a une Allemagne qui essaye de redémarrer, mais avec ce qui va arriver au garçon et avec ce que lui va faire, ce que lui va commettre, on peut aussi voir ça comme une année finale, en fait, où c'est la conclusion de toutes ces années de misère qui vont se terminer par la fin de l'innocence. En fait, le 0, c'est soit le chiffre duquel on part pour ensuite commencer, ou alors dans le cas de figure d'un compte à rebours, c'est le dernier chiffre où tout s'arrête. Et le film ne répond pas du tout, ne donne pas une interprétation précise de ce 0. Ça peut être à la fois un recommencement ou bien la fin. Et c'est ça qui est hyper fort. Ouais, et c'est ce que raconte tout le film, justement, en montrant ce garçon qui est lui complètement innocent, qui incarne une figure d'innocence dans un monde où les années de guerre, les années d'endoctrinement idéologique, les années de misère aussi, ont complètement perverti les corps, les âmes, enfin... C'est devenu une espèce de maladie qui se transmet d'une personne à l'autre. Donc ouais, là on se retrouve en fait dans cette situation où l'enfant qui est lui est complètement innocent et qui est relativement naïf face à la situation va se retrouver en fait dans un excès d'humanité à vouloir faire ce que les gens disent. Lui il va vouloir l'exprimer et puis il va se retrouver à commettre l'irréparable, quoi. Et de toute façon, je crois qu'on peut révéler ce qui se passe dans le film. C'est un film de 1947, donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que vous n'aviez pas l'intention de le voir, ou bien que vous avez préféré voir Avengers Endgame plutôt que ce film. Donc on peut dire ce qui se passe dans Allemagne année 0. À la fin, pratiquement à la fin du film, le garçon va tuer son père. Parce que c'est une bouche à nourrir, parce que son père est malade, et parce qu'on a ce prof qui lui dit que les forts doivent écraser les faibles. Donc on ressasse encore des discours très proches de l'hitlérisme, ou en tout cas d'une philosophie de la force. Et donc l'enfant qui entend ce discours-là, il l'applique de manière littérale, et il va empoisonner son père, en se disant qu'il va peut-être sortir sa famille de la misère en faisant ça, parce que son père est gravement malade et alité. C'est ça, et il va commettre ce geste en fait à la suite d'un monologue de son père qui va parler pendant quelques minutes en disant à quel point la vie ne mérite plus d'être vécue, etc. Du coup, le garçon va prendre ça littéralement et il va tout simplement tuer son père en se disant que c'est la chose à faire. Et plus tard, en fait, à cause de ça, forcément, il y a une culpabilité qui va monter en lui, qui va pas réussir à gérer. Et en déambulant dans la ville, il va décider de monter dans un immeuble qui se trouve juste en face du sien. Et là, en voyant le véhicule, enfin le corbillard qui arrive devant l'immeuble pour venir ramasser le cercueil dans lequel se trouve son père, il décide par là aussi un accès de culpabilité et de tristesse de mettre fin à ses jours en se jetant en bas de l'immeuble. Donc on se retrouve dans Rossellini, il nous montre un monde en fait où la guerre et tout l'endoctrinement ont tellement retourné les gens que les seuls gestes d'humanité possibles en fait sont des gestes de compassion, mais une compassion qui va l'amener à tuer quelqu'un et un geste de culpabilité qui va l'amener à se tuer lui-même, quoi. Donc c'est pas très drôle. Mais ouais, c'est une des fins parce que le film s'arrête là-dessus en plus. C'est ça, c'est très radical. C'est une des fins les plus jusqu'au boutiste, radicales, violentes et dramatiques de l'histoire du cinéma. Parce que ça se termine sur non seulement la mort d'un enfant, mais sur son suicide après qu'il ait tué son père. Voilà, ouais.
ce qu'on peut mettre en parallèle aussi, c'est que ce qui est intéressant à savoir, en fait, c'est que Rossellini avait lui-même perdu un enfant qui aurait dû avoir en fait l'âge du héros du film à ce moment-là, au moment où il a tourné le film. Et d'ailleurs, le film lui est dédié. Hein. Le film lui est dédié, ouais, exactement. Donc on sent aussi qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là enfin voilà, il met en scène la mort de l'innocence dans ce contexte, quoi. Donc contrairement au Waititi, c'est un film qui aborde la Deuxième Guerre mondiale aussi en adoptant le point de vue d'un enfant, mais pas du tout pour aller vers la comédie ou vers la légèreté, mais pour aller vers le réalisme et puis le drame le plus noir. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Là, on a cette mise en opposition de l'innocence de l'enfance, de sa naïveté avec toute l'horreur que la guerre aura engendrée. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi un peu... C'est probablement un des premiers films à avoir utilisé cette approche-là. Parce qu'ensuite, en fait, c'est un format qu'on va retrouver dans pas mal d'autres films sur les années qui vont suivre, quoi. On peut citer... Par format, t'entends le fait d'adopter le point de vue d'un gamin pour filmer la guerre. Ouais, excuse, c'est ça. Le fait de montrer un enfant au cœur de l'histoire et puis de le placer dans un contexte de guerre, quoi. Mais rapidement, on peut citer, il y a eu... dans les très connus, il y a le Jeux interdits de René Clément. Un peu plus tard, il y a l'enfance d'Ivan de Tarkovsky. Où là aussi, on a un gamin qui est aussi un peu enfermé dans une réalité qui ressemble un peu à un espèce de rêve ou parfois un cauchemar. Disons que ça pourrait se rapprocher peut-être un peu du Jojo Rabbit de Waititi. Mais du coup, il y a aussi cette idée de montrer une vision de la guerre qui est altérée par l'imagination d'un gamin et puis par sa manière d'interpréter ce qui se passe, quoi. Ouais. Même avant le Tarkovsky, il y a Die Brücke aussi de Bernard Vicki en 59. Ah oui, c'est vrai, ça j'ai oublié de le mentionner, ouais. Où on a... celui-là, je l'ai jamais vu, il paraît que c'est très bien aussi, avec une bande de gamins qui doivent protéger un pont. Puis d'ailleurs, c'est un peu un des... C'est quoi ? Je crois que c'est un peu un des premiers films après la Seconde Guerre mondiale à être franchement anti-guerre, à être assez... Enfin, c'est pas un film qui va mettre en avant le courage des soldats ou je ne sais quoi, c'est vraiment un film qui est assez dénonciateur, je crois, de ce que j'ai pu en comprendre. Non, sinon, après, s'il y a peut-être un grand film à mettre en avant avec un enfant au cœur du récit, c'est le Requiem pour un massacre de L.M. Klimov, qui s'appelle Come and See aussi, où là on navigue vraiment à la première personne dans l'horreur de la guerre, quoi. On suit ce gamin qui va se retrouver un peu malgré lui trimballé d'un endroit à l'autre, et qui va nous donner à voir des visions d'apocalypse pas possibles sur toute la durée du film. Enfin, formidable, un moment que je l'ai... formidable scène de fin, quoi, dans Come and See. C'est le montage quand elle est sur le point de tirer, il y a le montage où il voit donc des images d'Hitler, du nazisme, de ce qui s'est passé dans son pays et tout ça. Je sais pas si tu t'en souviens pas, Seb? Ben écoute, non, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait j'ai vu le film il y a plus d'une dizaine d'années. Là j'ai acheté le Blu-ray là, qui vient de sortir chez Potemkin, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le revoir. Non, mais c'est juste qu'à la fin il doit prendre la décision de tirer ou pas, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Et il voit, on voit ce qu'il voit dans son esprit, quoi, et c'est un défilement d'images médiatisées d'Hitler, mais aussi d'expériences qu'il a vécues, et c'est d'une puissance, en fait, et d'une précision de montage absolument
Enfin, c'est clinique, quoi. C'est vraiment parfait. Et c'est une fin extrêmement sombre, mais avec une lueur d'espoir quand même. Contrairement justement à Allemagne année zéro, qui moi m'a foutu, ça m'a foutu par terre, quoi. Il y a rien, quoi. Il y a rien à quoi tu peux te raccrocher à la fin, quoi. C'est des ténèbres absolues et rien d'autre. Moi, si j'avais été allemand et que j'avais vu ce film peu après, tu te serais tiré une balle. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, ouais, je me serais sans doute suicidé aussi, comme le gamin, quoi. C'est vraiment une vision du pays, des perdants, quoi, qui est... ouais, je sais pas, c'est quasiment misanthrope, quasiment nihiliste, quoi. Je sais pas, vraiment, il y a rien, quoi. Moi j'ai du mal quand même, ça fait trop, je trouve. Tu vois, t'as le père qui est malade, ils vivent tous dans la pauvreté, les filles elles font le tapin, ou presque. Et il y a le prof pédo et tout. Enfin, je trouve que c'est une accumulation de trucs où il y a absolument aucune lumière. Contrairement justement à Community qui est ultra violent et ultra sombre, mais qui finalement te laisse penser que il peut y avoir un échappatoire au final malgré les horreurs, quoi. Et même dans le tambour de Schlendorf, il y a aussi des échappatoires possibles. Il y a aussi des éclats lumineux qui transcendent le récit à certains moments. Qui est aussi un film qui s'intéresse à la Deuxième Guerre mondiale en partie par le regard d'un enfant. Mais je pensais pas que ça t'avait autant miné, alors le Rossellini. Ah mais complètement, je crois que je le reverrai jamais, je pense. Hein. Ah ouais non. Je pense que c'est le fait d'être père je sais pas, possible. Qui a une influence. Je sais pas. Moi je n'ai pas trouvé ça misanthrope. Non, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas il y a un refus en fait de trouver l'espoir dans la misère qui moi m'a complètement miné. Bon, je crois que l'idée de Rossellini c'était aussi de créer une pitié pour l'Allemagne, quoi, pour les Allemands, pour les vaincus. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Et puis de rappeler que voilà, même si ce pays-là a engendré le nazisme et toutes les horreurs qui ont eu lieu durant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, au final il y a quand même des humains qui ont souffert là au milieu. Donc c'est un peu un espèce de best-of de toutes les horreurs qu'ils ont pu subir, et puis toute la misère qui a suivi. Mais je crois que c'était vraiment un peu son idée maîtresse, quoi, en faisant ce film-là. Moi je trouve que c'est un film extraordinaire et qui pourrait plus être fait aujourd'hui, ou en tout cas c'est le genre de film qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce que c'est un film qui va s'intéresser aux perdants et puis qui montre directement après la fin de la guerre, parce qu'on est en 1947, que ces gens-là sont dans une misère extrême, qui restent humains malgré tout, et puis comme tu le disais Seb, vont être humains dans les gestes les plus terribles qu'ils vont commettre. Et je trouve que c'est inconcevable aujourd'hui qu'on voit un film comme ça, où on s'intéresse à ce point-là aux Allemands d'après-guerre, en traitant la misère dans laquelle ils sont, en montrant leur humanité et la noirceur de leur quotidien. C'est quelque chose qui est inimaginable. Et ce traitement très cru, très frontal, très réaliste de la misère et du drame, il faut aussi le dire quand même, c'est que Rossellini, quelques années avant, en 1945, il donne naissance au courant du néoréalisme italien avec Rome ville ouverte, son tout premier film, et puis le premier film de cette trilogie de la guerre, où le but du néoréalisme italien, c'est aussi ça, c'est d'être entre la fiction et le documentaire, et puis de saisir la réalité sans artifice cinématographique extravagant, et d'essayer de capter le quotidien, tout simplement. Et c'est peut-être aussi ça qui rend le film particulièrement lourd, c'est que il nous montre les allées et venues de ce garçon dans les immeubles complètement délabrés, et puis il n'y a effectivement aucune poche qui lui permet de respirer, aucune poche d'air qui lui permet de respirer, et ça en fait un film qui est extrêmement noir, mais qui est quand même, pour moi, humaniste dans sa manière de s'intéresser à ses perdants. Ouais, et puis moi je le trouve pas non plus
complètement sombre parce que le personnage de l'enfant, même si à la fin il se suicide par un excès de culpabilité et de tristesse, etc., pendant tout le film, c'est un gamin qui essaye d'être hyper optimiste et puis de trouver des solutions. Il est constamment en train d'essayer de marchander, de discuter avec tout le monde juste pour être là pour sa famille, pour aider. Donc il y a quand même, même si au final, ben voilà, tout ça, tout est anéanti par sa mort. Le fait qu'on ait cet enfant assez naïf, ça donne l'impression que Rossellini voulait quand même montrer que, on pouvait encore, il y avait quand même un mince filet d'espoir pour retrouver une forme d'humanité au bout du compte, quoi. Ouais, non, j'avoue, je vois pas. Je serais d'accord avec toi s'il se suicidait pas à la fin, quoi. Le père peut mourir, tout ça, mais c'est vraiment le refus total d'accorder l'espoir, quoi, je trouve. Mais après, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein. Je trouve que c'est un beau film, c'est un film fort, mais il faut être dans le bon état d'esprit, quoi. Mais je pense un truc qui peut être intéressant, c'est d'aller lire si je peux recommander, puis qui creuse un peu sur ce qu'on a raconté là, c'est d'aller lire le texte de Jean-Gavril Sluka sur DVD classique. Une heureuse coïncidence parce le texte a été publié il y a quelques jours. Et du coup, lui, il creuse un peu toute cette question de cette humanité, etc. Enfin, toutes ces choses dont on vient de parler, quoi. Donc là, ça peut valoir le coup pour les personnes qui seraient intéressées par ce film, d'aller lire le texte. Et du coup, en fait, ceux qui sont intéressés, qui connaîtraient pas encore, il y a un très beau coffret DVD et Blu-ray qui a été édité par Blackout en 2017. Qui contient justement la trilogie. Qui contient justement la trilogie de la guerre, donc Rome, ville ouverte, Paysanne et Allemagne et Zéro. Ce qui est intéressant, c'est que Rossellini, en fait, il va en Allemagne réaliser ce film. Il aurait pu faire à peu près la même chose en Italie, sauf qu'en Italie, pourquoi est-ce qu'un réalisateur italien s'intéresse à aller à Berlin faire ce film dans les ruines, alors que son propre pays a participé aussi à l'effort fasciste en même temps que l'Allemagne? C'est parce que en Allemagne, comme tu l'as dit avant Seb, c'est l'heure zéro où on abandonne complètement le nazisme, et ça, c'est censé faire l'unanimité dans la population. Alors qu'en Italie, il y a encore des sympathisants, il y a encore des enthousiastes à l'égard du fascisme, et donc l'ambiance aurait été complètement différente. Et c'est dans ce sens-là où le choix d'aller en Allemagne est intéressant, je trouve. C'est qu'on est dans un contexte où le nazisme est officiellement derrière nous, on n'ose presque plus en parler, au point que les discours d'Hitler sont vendus sous le manteau dans le film. C'est juste ça. Et je trouve que ça participe vraiment à l'ambiance du film. Ça aurait été impossible pour Rossellini de tourner ça en Italie. Un dernier petit conseil concernant les films sur la Seconde Guerre mondiale à travers le regard des enfants, c'est juste Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, qui est aussi... Ouais, et j'allais en parler pour faire la transition avec notre prochain film. Voilà, dans Le Tombeau des Lucioles, on a ces deux enfants japonais qui sont orphelins dans le drame de la guerre au Japon, et ça fait justement le lien avec le film dont on va parler maintenant, qui est lui aussi un film japonais, qui, comme le Rossellini, s'intéresse au contexte du lendemain de la guerre, puisqu'on est dans l'après-guerre à Tokyo. Sauf que cette fois, on n'a plus le point de vue d'enfants, mais bien d'adultes, dans Un merveilleux dimanche que Kurosawa réalise en 1947. Mais juste pour terminer sur Le Tombeau des Lucioles, ouais, c'est aussi un film magnifique à voir sur cette manière de représenter la guerre à hauteur d'enfant. Tu voulais en dire quelque chose, Alex? Ouais. Non, c'était juste un conseil rapide, vu qu'on citait quelques films. Ouais. Donc Un merveilleux dimanche, c'est le 6e film de Akira Kurosawa, qui sort la même année que le Rossellini, en 1947. Et ce qui est intéressant avec Kurosawa déjà, c'est que c'est un réalisateur qui naît vraiment en tant que réalisateur dans la Seconde Guerre mondiale, puisque son premier film, la légende du grand judo, c'est un film qui est fait pendant la guerre. Et puis ensuite, son deuxième film,
qui s'appelle Le plus dignement, ou littéralement, traduit du japonais, je crois que ça serait Le plus beau. C'est un film sur des jeunes japonaises qui s'engagent dans une usine d'optique pour fabriquer des pièces d'artillerie, parce qu'elles veulent participer à leur échelle à l'effort de guerre. Et c'est un film de propagande, ouvertement, Le plus dignement, qui est réalisé en 1944, où on voit le dévouement patriotique de ces jeunes femmes, de ces japonaises pour soutenir les troupes. Et donc c'est un réalisateur, on a tendance un peu à l'oublier parce qu'on le retient surtout pour ses films un poil plus tardifs. C'est un réalisateur qui est né pendant la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'artiste, et qui va traiter le sujet de différentes manières. Il y a ce film de propagande, justement, en 1944, qui est un superbe film aussi. Film très féminin, parce qu'on n'y voit que des femmes qui travaillent dans cette usine et qui sont entièrement dévouées à la cause nationale. Et puis, on a quelques années plus tard, justement, 3 ans après Le plus dignement, on a ce 6e film, Un merveilleux dimanche, qui est un film qu'on cite presque jamais quand on parle de Kurosawa, mais que je trouve absolument magnifique. Moi, c'est un film qui est adapté de Isn't Life Wonderful de Griffiths, un film de 1924, qui parlait, c'est drôle, des Allemands et de la misère des Allemands, mais après la Première Guerre mondiale. Et donc ce que fait Kurosawa et son scénariste là, c'est qu'il transpose en fait ce récit de Griffiths, mais après la Deuxième Guerre mondiale, et plus en Allemagne, mais au Japon, donc chez lui. Et qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune couple de Tokyoïtes, Yuzo et Masako, qui sont complètement fauchés, qui se sont rencontrés avant la guerre, et puis ils vont passer un dimanche ensemble. Le film s'ouvre sur un mégot de cigarette qui est par terre, et on voit Yuzo qui essaye de prendre le mégot pour le fumer, et puis sa copine apparaît, Masako, et puis elle le gifle presque, d'un air de dire non, quand même, on n'en est pas là, on n'en est pas à ramasser des mégots de clopes par terre pour les fumer. Et donc ils sont complètement fauchés, et pour profiter de ce dimanche, ils ont uniquement 35 yens, et on va les voir errer dans le Tokyo dévasté, en ruine, avec ces 35 yens qui correspondent à environ 30 centimes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et lui, c'est un démobilisé qui a honte d'être pauvre. Elle l'encourage à entreprendre des choses, alors que lui est réaliste, puis il dit « mais non, dans l'état dans lequel on est, on ne peut plus rien faire ». Et c'est simplement le récit de leur parcours dans ces ruines, qui les fait rencontrer des garçons qui jouent au baseball, qui les fait aller visiter des maisons en démonstration qu'ils espèrent pouvoir acheter même si elles sont bien trop chères, qui les fait ensuite rencontrer un vendeur d'appartements miteux qui est sous le joug d'un propriétaire autoritaire. Ils essayent d'entrer dans un cabaret d'un ancien camarade de guerre, et au final ils vont arriver dans un amphithéâtre vide pour mettre en scène de manière imaginée, fantasmée, une symphonie, la symphonie Naschwitz-Schubert. Et c'est un film qui va ne jamais lâcher ces deux personnages, et que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, il traite la guerre, mais vraiment en toile de fond. Il montre le résultat de la guerre, sur le résultat humain sur ces deux personnages, et il y a quelque chose de profondément japonais dans le film, c'est qu'on ne s'apitoie jamais sur le sort de la nation. Éventuellement on s'apitoie sur sa pauvreté, mais on ne s'apitoie pas du tout sur l'état dans lequel se trouve Tokyo. Et il y a quelque chose du stoïcisme ici nippon qui est assez fort, je trouve, dans le film. Et puis c'est un film qui est absolument magnifique, ne serait-ce que pour son dernier quart d'heure, ses dernières 20 minutes, il faut voir ce film, parce qu'on a cette séquence, comme je le disais, où Yuzo va orchestrer de manière imaginaire la symphonie Naschwitz-Schubert dans cet amphithéâtre, qui est vide, dans lequel il y a juste quelques rafales de vent qui font bouger les feuilles. Et puis on le sent découragé alors qu'il commence à entreprendre cet effort de faire comme s'il dirigeait un orchestre. Et à ce moment-là, vous avez sa femme ou sa copine Masako qui essaye de l'applaudir, qui essaye de l'encourager, puis qui va se retourner face caméra et qui va s'adresser au public qui n'est pas là, mais donc aussi aux spectateurs du film, en leur disant aidez-nous à avoir de grands rêves, tendez la main aux pauvres amoureux. Et donc on a une adresse vraiment aux spectateurs et un appel à la solidarité nationale dans cet état de ruine complet.
Et il y a quelque chose d'extrêmement touchant, je trouve, dans cette, déjà dans cette adresse au spectateur, mais après dans le geste de Yuzo qui va rêver tout simplement d'une grandeur artistique en dirigeant un orchestre imaginaire. Et c'est une magnifique idée de cinéma pour moi, parce que on fait quelque chose avec l'invisible, et on est en train de dire en fait peut-être que les rêves, c'est tout ce qui reste, et c'est ce qui permet de survivre aux gens qui n'ont plus rien. Et c'est vraiment un des moments les plus forts émotionnellement de toute la filmographie de Kurosawa, je trouve. Et donc cette idée qu'on échappe à l'horreur de la guerre par l'imaginaire, ça rappelle aussi un peu ce qu'a fait Benigni avec La vie est belle plus tard, bien des années plus tard. Mais c'est une idée qui est purement cinématographique, puisqu'on filme des gradins qui sont vides, on filme un amphithéâtre qui est vide, il n'y a pas d'orchestre, et pourtant on entend la musique, et pourtant on voit Yuzo qui se donne comme s'il était en train de diriger un orchestre. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, mais c'est le seul moment dans le film, ce moment où il dirige cet orchestre imaginaire, où on a des mouvements de caméra qui sont amples, qui sont aériens, où la caméra se défige un peu, commence à tourner autour des personnages et gagne une ampleur dramatique et une ampleur symbolique qui échappait jusque-là au récit. Donc c'est un film qui est hyper intimiste, mais qui va montrer une misère tout en insistant sur cette importance de l'imagination pour sauver ceux qui n'ont plus rien. Bien résumé. T'es d'accord avec tout ça ? Oui, tout à fait. C'est un très beau film. Je n'aurais pas beaucoup de choses à dire. T'as déjà tout dit, je pense. C'est juste que je trouve que cette fin, comme tu dis, dans l'amphithéâtre, sa puissance, elle vient du fait que le terrain avait été préparé aussi par Kurosawa. Plutôt dans le film, il y a le gars qui dit à sa copine, je l'ai regardé avec des sous-titres anglais, mais je suppose que en français il doit dire quelque chose comme les rêves ça ne se mange pas, ou un truc comme ça. En anglais il dit you can't eat dreams. Ouais, ça nourrit pas. Mais ça nourrit pas, voilà. Et finalement elle invite le public, donc le spectateur, en s'adressant directement à lui, à applaudir pour nos rêves à nous, mais aussi pour leurs rêves à eux, quoi. Ça fait une espèce d'expérience partagée en fait entre les personnages et le public qui transcende. Qu'on imagine encore plus forte si on est un spectateur japonais en 1947. Oui, ça devait être transcendant en fait. Ça devait dévaster les salles. Ouais. Cela dit, j'ai vu sur internet que Kurosawa avait justement parler de ça, et en fait il disait que le public japonais en fait n'avait jamais expressément tendu la main dans la salle. Enfin, selon ce qu'il avait vu lui, le public japonais ne l'avait jamais fait expressément, enfin ne l'avait pas fait physiquement, mais apparemment le public français était très très répondant en fait, et adorait ce passage en fait de la fiction au monde du spectateur en fait. Les Français apparemment adoraient cette interaction. La musique de Schubert donc utilisée pendant ce passage, ça donne une dimension vraiment magistrale en fait à ce qui se passe, quoi. Presque épique. Je suis d'accord avec toi. C'est un film qui a à voir, et la mise en scène de Kurosawa est très précise. Il y a beaucoup de travelling lent, travelling bas. Je trouve qu'il joue pas mal aussi avec les décors, la façon qu'ont les décors de devenir un obstacle en fait à la caméra, ou la façon dont on voit les personnages en fait est mise en difficulté par les objets en fait, par l'environnement. Il y a un plan qui est magnifique quand il joue au baseball avec les enfants et que elle se met dans ce gros tuyau de chantier. Oui. Je sais pas si tu te souviens de cette image. Elle est dans ce gros tuyau de chantier, lui il s'appuie contre. C'est absolument magnifique visuellement et symboliquement aussi. C'est une très belle trouvaille. Ouais. Et c'est un film qu'on peut voir dans des assez bonnes conditions pour le public francophone, puisqu'il y a une édition Wildside. Wildside, il y a quelques années, a réédité dans des pressages plus ou moins bons, mais a réédité pratiquement tous les films de jeunesse de Kurosawa dans une collection spéciale. Et c'était justement le tout premier coffret de cette collection, avec Un merveilleux dimanche et Le plus dignement qui figurent dans le même coffret qu'on peut voir.
Seb, toi, tu l'as vu ou bien? Non, du coup, Ok. j'ai rien à en dire, mais ça Ouais. fait très envie. Alex, tu voulais rajouter quelque chose sur le Kurosawa par rapport au Rossellini pour étoffer le lien entre les deux éventuellement? C'est un film qui est beaucoup plus lumineux, donc moi ça m'a plu. Oui, il y a une forme de happy end parce que c'est aussi une idée qui est magnifique à la fin. Le film s'ouvre sur ce mégot, comme je le disais, et puis il se termine aussi sur le mégot. Sauf que cette fois, le personnage de Yuzo va pas essayer de le ramasser, il hésite, et puis au final, il l'écrase. Et donc on sent qu'il y a une évolution dans le personnage. Au début, où il est au plus profond de la misère, et puis le simple geste d'écraser le mégot à la fin, alors qu'au début au début il le ramassait, ça nous fait comprendre qu'il a décidé d'entreprendre quelque chose, qu'il n'abandonne pas complètement, qu'il regagne une dignité, et ça en fait un film qui est nettement plus positif dans sa fin que le Rossellini. Aussi parce que les personnages se disent bon ben c'était une magnifique journée, bonne nuit et à dimanche prochain. Et il y a ce côté cyclique. On se dit bon ben voilà, les deux sont au plus profond de la misère, mais ils vont aller travailler pendant une nouvelle semaine et puis ils se retrouveront le dimanche d'après pour une nouvelle fois avoir quelques centimes uniquement à dépenser. Et ouais, ça en fait quelque chose de doux amer à la fin. Ouais, c'est une idée romantique aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plus parlé en fait que le Rossellini, Mm. qui encore une fois est un excellent film. C'est le message m'a plus touché en fait chez Kurosawa. Ouais. Mais ça m'a encore plus touché dans The Beast in Heat. Ben voilà, justement, maintenant sans transition aucune. Puisque l'idée c'était de parler un peu des films qui ont traité la Deuxième Guerre mondiale, mais autrement, de manière inhabituelle. Alors on a parlé de 2 films qui l'ont traité en la regardant un peu dans le rétroviseur et en regardant ses conséquences dans les ruines de Berlin ou dans les ruines de Tokyo. Mais bien Alex a décidé de parler aussi de films qui exploitent la Deuxième Guerre mondiale, mais bien autrement. Oui, alors, l'unique raison pour laquelle j'ai accepté de participer à ce podcast, c'est pour parler de Nazi Exploitation, hein, on est d'accord. The Beast in Heat, du coup, qui donc est un film de 1977, film italien, réalisé par Luigi Bazzella, et qui se passe pendant la guerre, en fait, et donc... ça parle donc d'une femme officier SS extrêmement cruelle et belle qui conduit des expériences sur les humains pour créer des espèces de mutants en fait, et donc il y a une espèce d'homme, un homme bête quoi, qui est gardé en cage dans son laboratoire, et elle lui donne d'innocentes femmes à maltraiter pour utiliser un euphémisme. Et donc pendant ce temps, il y a des rebelles, en fait, des résistants qui essayent de déstabiliser les nazis et de reprendre contrôle donc, de la région. On peut quand même donner le titre en français du film, qui est extraordinaire. Le titre en français du film... Holocauste nazi, armes secrètes du Troisième Reich. Je l'avais même pas vu en fait le titre. Et le titre original, c'est la Bestia in Calore. Donc un peu plus littéralement traduit en anglais, hein, la bête. Le Beast in Heat, voilà, la bête en chaleur. La bête en chaleur, ouais. Qui devient Holocauste nazi, armes secrètes du Troisième Reich. qui est aussi d'une finesse absolument remarquable. Donc, bon, pourquoi je voulais parler de Nazi Exploitation? En fait, le Taika Waititi, c'est pas un film d'exploitation évidemment, mais il y a plusieurs liens quand même qui se font avec ce courant en fait. Donc, par exemple, l'utilisation du sujet du nazisme, donc un sujet grave, l'utilisation de ce sujet dans un contexte humoristique ou en tout cas second degré. Et ensuite, il y a souvent la question qui a été posée à Waititi, qui est donc de descendance aborigène et juive. Et donc on lui a demandé pourquoi vous,
par rapport à vos origines, pourquoi vous avez décidé de jouer quelqu'un comme Adolf Hitler? Donc lui, il avait répondu, quelle meilleure stratégie pour lui faire un doigt d'honneur, en fait, que ce soit moi, un aborigène juif, quoi, qui vienne le jouer. Et en fait, ça, cette idée du fait que... cette idée qu'on doit prendre notre revanche, en fait, sur les nazis, en les dépeignant d'une façon, en les montrant d'une façon que eux ils auraient abhorré, c'est utilisé dans tout le mouvement de la nazi-exploitation, en fait. Donc la nazi-exploitation, ce sont pas des films pro-nazis, hein. Ce sont des films faits par des cinéastes plutôt très souvent de gauche, surtout en Italie, un peu en France et aux États-Unis. Et c'est aussi des films qui vont pas hésiter à utiliser des poncifs comme Waititi, du coup, comme le nazi homosexuel, quoi, qui est pas un sujet qui est franchement répandu dans les films qui traitent du nazisme ou qui traitent de la guerre. Et donc là, ça revient très très souvent dans la nazi-exploitation. Et c'est bien qu'on ait choisi Rossellini aussi, parce qu'en fait, quand on retrace l'histoire en arrière, en fait, à rebours de la nazi-exploitation, et voir d'où ça vient et comment c'est né, quand on regarde un film comme... donc le titre, c'est Rome, ville ouverte, c'est ça? Ouais, le premier, ouais. Ouais, donc quand on regarde un film comme Rome, ville ouverte de Rossellini, donc c'est le cinéma italien... artistique, quoi, intellectuel, qui est accepté par la haute culture et tout ça. Et, cinéma d'auteur, quoi. Oui, voilà, cinéma d'auteur. Et donc, il y a cette confrontation avec l'idée que les soldats nazis, en fait, se prêtent à la torture de leurs prisonniers. Qui était une chose qu'on n'avait pas forcément vue dans les films qui avaient été faits juste après la guerre. Ça, c'était vraiment un des premiers qui se confronte à cette idée. Et en fait, c'est ça. Donc ça ouvre la porte sur le côté dépravé, amoral, en fait, des nazis. Et c'est là, en fait, que va puiser donc l'énergie dont a besoin la nazi-exploitation. Donc plus tard, on va voir des choses comme, par exemple, en 69, on va voir un film qui s'appelle The Damned de Visconti. Et c'est vraiment ce film qui introduit la fétichisation des nazis, ce film qui sous-entend que c'est tous ces gros pervers, en fait, sous leur surface bien lisse. C'était un monde amoral et dépravé. Et puis, donc, parallèlement, au début des années 70, il y a des trucs comme Cabaret de Bob Fosse, qui lui s'intéresse à l'époque de la Weimar. Et sous la Weimar, en fait, donc, il y a toute cette libération sexuelle qui est complètement à l'encontre, en fait, des notions de l'idéologie nazie. Et en fait, le film Cabaret, en fait, fait le lien sur le fait que le nazisme, dans son côté dépravé, est une extension, en fait, de ce courant sous la Weimar. Et en fait, il y a plusieurs films ensuite qui rendent ça explicite, dont Night Porter, par exemple, qui date de 72, et ensuite Salon Kitty, par exemple, de Tinto Brass, que tu as revu récemment, Seb, par exemple. Donc là, c'est vraiment c'est la mise, en fait, c'est la mise à flot, en fait, de cette idée que sous leur apparence propre et rigide, en fait, les nazis, c'est tous des gros pervers, quoi. Et donc après, il y a eu plein de films, évidemment, Love Camp 7, Ilsa, évidemment, avec Diane Thorne, etc. Et donc c'est intéressant, je trouve, de passer, en fait, de voir que le mouvement cinématographique le plus celui qui exhibe un mauvais goût prononcé, en fait, trouve ses racines, ou en tout cas trouve des précédents thématiques dans des films d'auteurs. On peut remonter donc jusqu'à Rossellini, comme ça.
Donc ouais, The Beast in Reach, pourquoi je l'ai choisi? Bah, écoute, c'était surtout pour parler de la Nazi Exploitation, hein, pour être honnête. Mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un de ceux qui descend le plus bas dans l'abysse de la dégueulasserie, du mauvais goût, quoi. On voit vraiment des trucs. Enfin, c'est vraiment un truc qu'il faut pas montrer à tout le monde, quoi. C'est des femmes qui sont torturées avec des pinces crocodiles mises dans le vagin, quoi. Donc il y a aussi ce personnage justement de des gamins qui se suicident parce qu'ils ont empoisonné leur père, ça c'est trop. Mais alors des femmes torturées avec des pinces crocodiles dans la chatte, ça passe, hein. Bah oui, mais ça passe parce que le traitement est différent. C'est pas la question c'est pas ce qu'on montre, c'est comment on le montre. Et donc à la fin de The Beast in Heat, eh ben, il y a plus qu'une lueur d'espoir, hein, parce que tous les nazis ils se sont fait dégommer et violer parfois en même temps, donc non. Mais donc ce personnage là de l'homme bête là, cette espèce de mutant là, de yéti sexuel. Oui, c'est marrant parce que c'est un espèce de jeu en fait, ou de subversion de cette idée selon laquelle les nazis utiliser l'eugénisme en fait pour essayer les expérimentations scientifiques pour essayer de créer l'arien parfait. Donc du coup il se retrouve avec ce machin là qui ressemble aux fauves dans les X-Men, et sauf qu'il peut pas parler, quoi. Il fait juste qu'il grogne, quoi, et il renifle, et voilà, et il baise. son kink c'est d'arracher les poils pubiens des femmes pour les manger, enfin. Ça serait mieux que Dark Phoenix, hein. Pardon, Thomas? Ça serait bien mieux que Dark Phoenix si le fauve pouvait ressembler à ça. J'ai pas vu Dark Phoenix. Épargne-toi ça. Voilà, donc on tombera difficilement plus bas en termes de mauvais goût que The Beast in Heat, donc Holocauste nazi, arme secrète du Troisième Reich. Mais disons que si on s'intéresse en fait à ce mouvement d'exploitation, ce serait dommage de passer à côté. Et surtout, si on s'intéresse en fait aux films qui traitent de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour être exhaustif, il faut s'intéresser, je pense, à l'intégralité du spectre que peut offrir le cinéma. Et ça, même s'il donne pas les clés en fait immédiates en termes sociétal, social ou thématiques ou philosophiques, ce mouvement en fait, de par son existence et son traitement de la période, opère comme une espèce d'exutoire en fait de ce sujet. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté quand même. Je crois que Thomas est le seul à l'avoir vu aussi. Moi je suis passionné par ce que tu racontes et je trouve ça extrêmement pertinent. Enfin, je trouve ça intéressant d'envisager le film comme ça, mais c'est pour moi un intérêt qui est essentiellement théorique en fait. C'est-à-dire que je suis intéressé par ce que tu dis, mais à lire dans un livre ou à t'entendre comme ça maintenant. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Quand je regarde Exactement, mais parce que quand je regarde le film, moi, je sature aussi rapidement que devant n'importe quel nanar, en fait. Et j'ai une patience qui s'est considérablement réduite pour ce genre de production ces dernières années. Autant il y a quelques années, je pouvais encore ressentir un plaisir déviant et pervers à regarder ce genre de trucs en buvant quelques canettes, mais je sais pas pourquoi. Tu bois de la bière en canette? T'es crade. dis le mec qui regarde Holocauste nazi, arme secrète du Troisième Reich. Mais qui s'indigne contre les bières en canette. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un intérêt qui est purement théorique. Bah oui, en fait. Mais le but du podcast, c'est d'éclairer les films d'actualité à la lumière de l'histoire du 7e art, non? Oui. Voilà. Oui. Mais du coup, mon plaisir de spectateur est assez faible. Après, ça a un véritable intérêt historique, théorique et analytique, ouais, c'est clair. Qu'on soit clair, c'est pas un bon film, hein. C'est un film de Nazi exploitation, quoi. Je sais pas. Il y en a pas vraiment eu des. Est-ce qu'il y a des bons films de Nazi exploitation? C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai regardé, j'ai revu Salon de Kitty là de Tinto Brass il y a pas longtemps.
Pour le coup, je trouve que c'est même plutôt très bien, quoi. On sent que c'est un peu limité dans les moyens, et puis que de temps en temps les acteurs sont un peu en roue libre, mais enfin, on sent que derrière le film, il y a vraiment une personnalité, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui arrive à mesurer ses effets, qui arrive à équilibrer, enfin, ce qu'il montre, puis qui sait exactement où appuyer et quoi montrer pour créer une réaction chez le spectateur. Et en même temps, il y a un côté hyper nihiliste dans le film, d'un bout à l'autre, où il va utiliser, voilà, enfin là, vite fait, c'est un officier nazi qui pète un câble et qui a envie de contrôler, d'autres officiers, et puis de les faire chanter, ou alors d'éliminer ses concurrents, et puis qui va monter un espèce de bordel dans lequel toutes les prostituées sont des SS, enfin non pas des SS, mais des partisanes du mouvement, et puis du coup ça donne lieu à plein de débordements, mais enfin là pour le coup le film est vraiment solide, quoi. Puis on sent qu'il a envie d'utiliser, enfin il utilise le prétexte du nazisme, enfin c'est comme tu disais, quoi, pour montrer des perversions, des trucs pas possibles, mais pour ensuite amener son film vers un truc, vers une idée beaucoup plus nihiliste, et puis un propos assez sombre, en fait, sur enfin sa représentation de la sexualité, sa représentation des corps est assez comment dire, il y a un truc assez triste, assez sombre, assez enfin complètement déshumanisé, quoi, jusqu'à la fin. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est un film plutôt intéressant dans le genre. Ouais. Il y avait aussi, si je peux me permettre, il y avait aussi un autre film que je trouve qui était plutôt bon dans le genre. Ça s'appelait La dernière orgie du Troisième Reich. Donc bon, dit comme ça, c'est un titre de nanar, en fait, mais en fait c'est bon, déjà c'est mieux fait que ses compères, et en plus ça c'est un des rares films, en fait, du genre qui s'attaque frontalement, en fait, à des thématiques importantes du sujet. Donc par exemple les rapports, en fait, entre un officier allemand et une jeune femme juive. Donc c'est dit explicitement, là, c'est un des rares films de Nazi exploitation où c'est dit explicitement qu'elle est juive, et donc il y a cette espèce de dynamique où il y a une réelle relation, en fait, il y a des sentiments, en fait, entre les deux personnages, et qui en fait ils doivent naviguer, donc les poncifs du genre, ce qui est impossible. Ce qui est impossible, forcément, parce qu'on est dans un film de... Voilà, c'est un film qui titille les bas instincts, quoi, et qui, au final... c'est pas une histoire d'amour, mais c'est un film qui ose, en fait, qui ose s'attaquer frontalement à son sujet, ouais. Mm-hmm. Mais quand tu disais que c'était du cinéma qui était souvent fait par des gens de gauche, tu trouves pas vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de limite malhonnête dans le fait d'exploiter, quand même, parce qu'on est dans du cinéma d'exploitation, donc le but du cinéma d'exploitation, c'est de faire du pognon assez rapidement et avec peu de moyens. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malhonnête dans le fait d'exploiter la fétichisation de l'uniforme SS, de l'esthétisme et de l'imagerie nazie, en sachant très bien que voilà, il y a des gens qui ont un goût pour cet esthétisme-là, Lars von Trier le premier, et que on sous prétexte et sous couvert d'un discours dénonciateur, on racole quand même à mort en utilisant et en réutilisant cette imagerie-là. Est-ce qu'on peut encore prendre leur critique au sérieux quand on voit comment ils exploitent ce goût déviant-là? Je comprends pas quel est le problème, en fait. Il y a un côté racoleur et complaisant esthétiquement. Bah oui, mais c'est le propre du cinéma d'exploitation, non? Ouais. Mais je veux dire, tu penses que c'est impossible d'être pris au sérieux parce qu'on fait du cinéma d'exploitation? Non, c'est pas ça. C'est que ils jouent aussi consciemment et volontairement sur un attrait purement esthétique
et sur une fétichisation putain, de ce qu'ils sont censés dénoncer apparemment, selon ce que tu dis. Oui, tout à fait. Mais disons que bon, les mecs qui faisaient ça, c'était enfin les producteurs. Il y avait des producteurs, par exemple les producteurs de Ilsa et tout, c'est des producteurs juifs. Il y avait beaucoup des réalisateurs italiens qui ont fait ces films, c'était des réalisateurs de gauche, comme j'ai dit. Mais c'est pas en fait que c'est pas qu'ils avaient un message extrêmement éloquent en fait à faire valoir. À faire valoir en réalisant ces films, mais c'est que ces films, de par leur traitement du sujet, finissent par créer un corpus qui, sous un angle historique, se prête en fait à la construction d'un discours. À la construction d'un discours, voilà. C'est, non, mais je me fais un peu l'avocat du diable en posant cette question. L'immense majeure partie de ces films n'ont jamais été conçus dans le but en fait d'éduquer ou de dénoncer, dénoncer en faisant perdre les nazis à la fin, quoi. Voilà. Donc c'est un discours qui est construit par les historiens du cinéma ou par les analystes de l'histoire du cinéma plus que par les films eux-mêmes. Mais ce qui le rend pas plus, enfin pas moins intéressant. Hein. Non, mais encore une fois, on ne parle pas de cinéma d'auteur. Contrairement à Salo, par exemple, mais on parle de cinéma d'exploitation. Le cinéma d'exploitation, les films pris individuellement n'ont pas forcément de vocation pédagogique, didactique. Oui. Mais voilà, après, d'un point de vue du mouvement, d'un point de vue historique, on peut en tirer quelque du chose. cinéma, quoi. C'est quelque chose qui a existé et qui a marché pour des raisons tangibles en fait et qui a survécu pendant des années pour ces mêmes raisons, et donc il faut essayer de les comprendre et faut essayer de les relier en fait à les mettre en contexte avec ce qu'il y avait avant, ce qui se faisait dans le cinéma d'auteur, ce qui se faisait dans le mainstream, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ouais, je pense après ça, enfin, alors c'est clair, c'est comme tu disais, quoi. Il y a le truc où t'as tout un tas de films qui ont été faits juste pour être faits, juste parce que voilà, il n'y avait pas forcément de plus grosse réflexion derrière au moment de leur création, puis qu'il fallait juste faire du fric en tapant dans des choses faciles. Mais pour revenir sur Salon Kitty par exemple, ou deux trois autres films où tu sens qu'il y a un degré de réflexion en plus. Ce que je trouve intéressant là, c'est qu'il utilise un cadre qui s'apparente à de la nazi-exploitation, à ce genre de choses, mais il va encore pousser un cran plus loin en pervertissant le genre lui-même, dans le sens où tout ce qui pourrait caresser les bas instincts du spectateur, tout ce qui pourrait peut-être un peu le chauffer en montrant des gens à poil, etc. Dans ce film-là, par exemple, il va complètement retourner ça, et puis il va te rendre ces scènes assez malaisantes, quoi. Il y a toujours un espèce de décalage un peu sordide qui est créé par sa manière de montrer les corps, par sa manière de montrer la violence. C'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que t'as plusieurs de ces films-là de l'exploitation et qui vont utiliser la figure des nazis pour vraiment créer le malaise là où ça devenait plus un espèce d'objet de curiosité un peu malsaine, comme ça a l'air d'être le cas dans The Beast in Heat ou 2-3 autres trucs. Il y a quelques films qui ont quand même réussi à pousser le curseur encore un cran plus loin pour justement ramener vers un vrai malaise, puis vers une véritable horreur de ce que ça pouvait être, mais en utilisant le cadre et enfin le contexte du cinéma d'exploitation et les idées complètement aberrantes qu'on peut trouver dans ce genre de film, quoi. Et puis qu'est-ce que vous pensez des tentatives récentes de Nazi-exploitation, Iron Sky, Overlord, Iron Sky 2. Moi, Overlord, j'avais passé un moment pas désagréable, même si j'ai oublié le film depuis. Mais Iron Sky, c'est du caca. De l'immense merde, ouais. Ouais. En fait, Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais avant, c'est intéressant parce que Iron Sky, c'est un film qui est conscient d'avoir un discours à formuler. Mm-hmm. Contrairement au film que tu évoquais tout à l'heure, en disant que c'était le regard a posteriori qui permettait de construire un discours sur la base d'un corpus.
Mais Iron Sky, il y a la prétention de quand même dire quelque chose de la politique d'aujourd'hui, et c'est lamentable. C'est jamais drôle, c'est grossier dans la caricature politique, enfin, c'est nul à chier, ouais. Le problème d'Iron Sky, c'est que, à part quelques mecs en fait, sur Internet qui aiment les films de merde, je sais pas s'il y a vraiment un public pour ça. S'il y a vraiment un public pour ça, ouais, il y a je sais pas, je suis sûr qu'il y a des festivals qui l'ont passé, tout ça. Mais encore une fois, ces films de Nazi-exploitation, il y en a eu des dizaines. C'était pas juste un ou deux, quoi, par-ci par-là. C'était un mouvement qui est né du fait que le cinéma d'auteur a commencé à regarder de ce côté, en fait. Et là, il y a des gens qui se sont dit, ça marche, il y a quelque chose ça à plaît. exploiter. Voilà, donc on va exploiter le filon. Alors que de nos jours, enfin, qu'est-ce qui a motivé Iron Sky, quoi ? Il y avait pas d'élan en fait culturel derrière. Iron Sky, j'ai l'impression que c'est un peu le film qui débarque. Il y a d'abord eu cette espèce de petite vague de pseudo grindhouse movie qui ont été relancés par Rodriguez et Tarantino. Et puis à la suite de ça, il y a eu une espèce de vague de cinéma nostalgique de l'exploitation. Puis on se retrouve avec des trucs comme Iron Sky, justement, qui essaye de reprendre des codes, mais qui le fait de manière tellement consciente que ça se casse la gueule, quoi. Enfin, puis en plus, c'est mal branlé, c'est pas... ça a aucun intérêt cinématographique. Mais je sais pas. Il paraît que le 2 est mieux. De toute façon, à moins d'être Tarantino, c'est très difficile de faire un film grindhouse d'exploitation qui sait ce qu'il est, en fait. Sans que tout en étant intéressant cinématographiquement, sans que ce soit complètement pourri, en fait. On témoigne toute la collection de merde qui a suivi, les Run, Beach Run, etc. Tous ces films de Nazi-exploitation, quand ils ont été faits, personne se disait on va faire un film de Nazi-exploitation. Bah c'est ça, ouais, exactement. Alors qu'Iron Sky est né de cette envie-là et de cette idée-là. Après, il y a peut-être encore un truc, je pense, qu'on peut mettre en avant, c'est que la plupart de ces films de Nazi-exploitation ont été faits en Italie, fin des années 60, puis sur une bonne partie des années 70. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que cette période-là, c'était les années de plomb. Donc tout ce qui leur permettait de taper d'une manière ou d'une autre sur les fascistes, sur des idées qui pourraient s'apparenter à des idées de droite, j'imagine que ce genre de production, puis de montrer les nazis, ça servait aussi de soupape pour dire les fascistes, on vous emmerde, quoi. J'imagine qu'il y avait aussi ce genre de choses là qui devait ressortir. Mais de toute façon, à l'époque, années 60 et 70, c'est un moment où le cinéma italien il veut en fait se confronter à son passé à son passé fasciste, en fait. C'est pour ça qu'on a des films comme Le Conformiste, quoi, dans le mainstream de Bertolucci. Et donc si on a des films comme ça dans le mainstream qui fonctionnent et on aura traitent du sujet, forcément on en a dans les séries B qui vont faire leur équivalent dans les séries B. Ouais. Donc au final, pour conclure, on pourrait presque se demander si ce qui explique peut-être en partie l'échec du Taika Waititi, ce serait pas aussi sa conscience de ce qu'il est, du message qu'il a à faire valoir, alors que ce qui fait la force des films de la Nazi-exploitation et de la Nazi-exploitation en tant que phénomène, c'était justement le fait qu'eux-mêmes n'étaient pas conscients encore du discours qu'ils étaient en train de formuler. Peut-être que cette conscience explique en partie en fait l'échec, mais je pense qu'on peut aussi se tourner vers le fait que Jojo Rabbit, c'est un film qui essaye de mêler en fait cinéma d'auteur, dramatique, approche premier degré et cinéma populaire, humoristique, et donc approche plus détendue, décomplexée, plus décomplexée, ouais, sans jamais faire tomber le film ni dans le grindhouse, donc ni dans les excès donc en fait il essaye de marcher sur une ligne très très fine, très étroite, qui est toujours dans le mainstream, en fait, qui parlerait au public, à un public large,
tout en se nourrissant en fait de ces deux pôles cinématographiques. Et malheureusement, je trouve qu'il trouve pas l'équilibre et qu'il tombe trop explicitement, ou en tout cas trop outrancièrement dans l'un des deux côtés dans sa première partie, et puis ensuite complètement de l'autre côté dans sa deuxième partie. Vous voyez qu'il y a une belle cohérence dans les films abordés aujourd'hui quand même, puisque Jojo Rabbit est un bâtard entre le cinéma d'auteur type Rossellini, Kurosawa et la Nazisploitation. C'est pas pour rien qu'on est les meilleurs. Ah. Tout ça a été bien évidemment pensé et mûrement réfléchi pendant des semaines. Ce que je remarque avec Jojo Rabbit, c'est que Taika Waititi, enfin peu importe les personnes qui ont écrit le film, on les sent, on sent qu'elles sont très conscientes du danger que ça peut représenter de montrer un personnage comme Hitler qui pourrait être sympathique au premier abord. Et d'ailleurs, il l'est pendant un bon moment du film, jusqu'à ce revirement hyper soudain tout à la fin. Du coup, avec le fait de sentir durant tout le film qu'il pourrait se mettre en danger en livrant un film pareil, on sent que ça les retient un peu dans toutes les directions dans lesquelles ils essayent de partir. Du coup, on se retrouve avec un film qui, malgré quelques scènes d'humour qui peuvent marcher, on se retrouve avec un film qui est assez fade, qui a de la peine à vraiment s'envoler, peu importe la direction dans laquelle il pourrait partir, mais du coup le film reste un peu au sol et il arrive pas vraiment à prendre la hauteur et à vraiment marquer les esprits, quoi. Bien, et pour terminer le podcast, on va, comme d'habitude, vous proposer chacun un conseil. Alors, Alex, quel est ton conseil ? Alors moi, c'est très simple. Mon conseil, c'est aller sur le site Seven Films. C'est un éditeur de films en DVD et Blu-ray, et acheter le Blu-ray ou le DVD de The Beast in Heat, parce que dans les bonus, il y a un documentaire de 90 minutes sur la Nazisploitation qui s'appelle Fascism on a Thread, The Strange Story of Nazisploitation Cinema, qui est absolument passionnant, qui aborde la naissance du genre, les fleurons du genre, notamment Elisa par exemple, et la disparition du genre. Donc c'est un truc à voir si vous êtes amateur de cinéma déviant. Toi, Seb ? Alors, moi, j'ai une recommandation pour un film que je n'ai pas vu, mais qui, a priori, devrait être excellent. C'est, alors là, pour le coup, on reste dans les gamins et la guerre, parce que ce serait le Jeanne de Bruno Dumont, qui est la suite de son Jeannette, où cette fois-ci, on la retrouve un peu plus âgée quand elle commence à mener ses combats. J'ai pas vu le film, mais étant très amateur de Dumont... et très amateur du précédent, a priori, je pense que c'est très bien. Mais je crois que toi, tu l'as vu. Hein. Ouais, je l'ai vu à un certain regard à Cannes. J'ai pas retrouvé la transe de Jeannette, mais parce qu'en même temps, c'est parce que je cherche à refaire Dumont. On n'est pas du tout dans le même projet. Et il y a des choses qui sont d'une beauté sidérante dans le film. Ça vaut absolument la peine d'être vu, c'est clair. Il y a des idées de cinéma qui sont superbes. À un moment donné, tu sens qu'il va mettre en scène une bataille entre les armées françaises et anglaises, et tu te dis, mais comment Dumont va filmer une bataille avec des chevaliers, c'est censé être une bataille avec des centaines de figurants. Comment est-ce qu'il va mettre en scène ça ? Et il trouve une idée de cinéma qui est extraordinaire pour le faire, qui est à la fois ample aussi, mais à moyens réduits.
Et bref, le film s'ouvre, ne serait-ce que pour ça, le film s'ouvre sur un plan fixe de Jeanne de plusieurs minutes, c'est magnifique. Et puis il y a Christophe qui chante dans des séquences qui sont aussi hypnotiques, donc ouais, le film vaut la peine, et quelque part c'est tant mieux qu'il n'essaye pas de reproduire exactement la même transe musicale qu'il avait atteinte avec Jeannette. Ouais. Et puis moi, je vous conseille un film qui va sortir le 5 février, donc normalement ce podcast sera déjà disponible. Ce film, c'est La fille au bracelet, qui est un film de procès français de Stéphane de Moustier. Ok, j'y vais, salut. T'es salaud parce que le film est bon. Non seulement c'est un bon film de procès, mais en plus c'est un film qui parvient à décrire une jeunesse et la consommation de la sexualité d'une jeunesse de manière très réaliste, je trouve, pour côtoyer moi-même cette jeunesse quotidiennement. Je trouve qu'il arrive à toucher de manière très crédible l'écart que les jeunes parviennent aujourd'hui à mettre entre le cul et les émotions amoureuses. Et en plus, c'est dans sa manière de glisser, puisqu'en fait c'est l'histoire d'une fille qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et donc elle porte un bracelet électronique et on assiste à son procès. Et là où le film est fascinant, c'est que comme il n'y a aucune preuve matérielle de la culpabilité de cette jeune fille, eh bien l'avocate générale va faire basculer le procès sur le plan moral en accusant cette fille d'avoir une vie de dévergondée. Et du coup on a une transition intéressante sur est-ce qu'on peut condamner, il y a cette question qui est posée implicitement par le film, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour mauvaise conduite et en déduire qu'elle est forcément coupable de crime. Donc bref, pour un film français, et je trouve que ça vaut largement la peine d'être vu. Ça te réconciliera peut-être avec ta nation cinématographique, Alex. Surtout les films de procès, moi. Mais t'aimes bien les films de procès? Non. T'aimes pas? Non. Ah, t'aimes pas les films de procès? Il y a des exceptions. Okay. J'aime pas ça. Okay. en plus en français, alors bye. Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés. C'était Exposed, épisode spécial La Deuxième Guerre mondiale, mais vu autrement. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode, à nous partager, blablabla, ou à nous retrouver, allez nous lire sur le site filmexposure.ch, et on se réjouit de vous reparler tout prochainement d'un film d'actualité en le liant à d'autres sujets plus vastes dans l'histoire du cinéma. Ciao. Salut. Ciao.
今日は晩飯抜きだけど、雲腹減らねえや。あなたは子供よ。世界中で一番ちっぽけな子供よ。